Et nous commençons donc avec Investir responsable, le rendez-vous ISR, investissement durable, investissement à impact de Smart Patrimoine, avec une question qui va nous animer aujourd'hui. 2022 sera-t-elle une année plus difficile pour le financement de projets durables et notamment éoliens ? Une question qu'on peut se poser en lien évidemment avec la hausse des coûts des matières premières, les réticences de certaines politiques publiques à faire émerger de nouveaux projets éoliens, voire même parfois des propositions durant cette campagne présidentielle de démonter des éoliennes existantes et évidemment les sujets énergétiques en lien avec la guerre sur le sol ukrainien. Autant de facteurs qui peuvent rendre plus difficile l'émergence de projets éoliens d'un côté, mais de manière plus générale de projets d'énergie propre sur le sol français. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine, Léo Lemordant, cofondateur et président d'Enerfip. Bonjour Léo Lemordant. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine à nouveau. Alors Enerfip, c'est, on le rappelle, une plateforme de crowdfunding spécialisée dans le financement de projets justement en lien avec l'énergie propre. On y retrouve du financement de projets de panneaux solaires, du financement de projets éoliens. Si je ne dis pas de bêtises, c'est 350 projets financés depuis le début, 200 millions d'euros de collecte atteints et Enerfip qui existe depuis 6 ans. Globalement, on est bon. C'est bien résumé. L'année 2022 s'est déjà ouverte. Il y a un certain nombre de problématiques que j'ai résumées en introduction qui conduisent à se demander si le contexte est propice à faire émerger de nouveaux projets d'énergie durable. On sent que c'est un sujet de fond, qu'on parle de transition énergétique qui devrait s'accélérer, d'indépendance énergétique qui passerait notamment par le durable, mais on a l'impression que c'est un sujet de demain et que quand on regarde les prises de position des politiques sur le sujet, notamment durant la campagne présidentielle, il y a quand même une opposition de plus en plus grande vis-à-vis de la façon dont c'est mené et donc vis-à-vis des projets actuels. Est-ce que ça, c'est de nature à vous inquiéter pour faire sortir des projets éoliens et ou solaires en 2022 ou en 2023 ? Alors le mot-clé que vous avez utilisé, c'est l'impression. Oui. Et nous, de notre côté, du côté de professionnels du secteur, on a vraiment l'impression opposée. D'accord. Et notre vision, c'est qu'il y a des nuages qui s'accumulent. Vous avez rappelé l'augmentation des coûts des matériaux de construction, notamment, l'inflation qui arrive également, tout le contexte macroéconomique qui va avec. Ça peut inquiéter. Mais il y a quand même des gros signaux positifs de l'autre pour notre secteur et pour la planète en général. C'est qu'il y a une prise de conscience quand même qui s'effectue dans le grand public avec un rappel régulier, que ce soit de rapports d'experts internationaux ou français, qui explique qu'on n'a pas le choix en fait. Bien sûr, si on veut aller vers une économie qui soit décarbonée, il n'y a pas le choix que d'avancer sur le sujet de l'énergie et notamment de l'électricité d'origine renouvelable. Avec en premier lieu, j'imagine, le rapport du GIEC. Alors, ma question porte plus sur ce qu'on a pu entendre au niveau politique, au niveau français. Alors, effectivement, on avait une candidate du Rassemblement national au second tour qui voulait démonter certaines éoliennes existantes, mais on avait aussi, dans une droite plus modérée, notamment les Républicains, pas mal de doutes au sujet éolien sur Terre en tout cas, avec des arguments qui allaient de ça fait perdre de la valeur à l'immobilier qui est à côté, c'est moche dans le paysage, ça ne fonctionne que quand il y a du vent. Est-ce que du coup, alors certes ce ne sont pas des formations politiques qui ont été élues à la présidentielle, mais qui seront présentes peut-être selon d'autres formations politiques, notamment lors des législatives ou autres, est-ce que c'est de nature à freiner les projets ou sur le terrain vous ne voyez pas de différence aujourd'hui dans les faits ? Non, mais si le politique s'empare de ces sujets, c'est qu'il y a évidemment il y a un intérêt à en parler pour le politique. Donc ça reflète aussi une partie de la prise de conscience. De la prise du sentiment général sur certains territoires qui ont été bien développés au niveau éolien, donc les Hauts-de-France, etc. Mais si on a une vision plus nationale du sujet, les arguments que vous mentionnez peuvent être pris à certains endroits sur certains projets qui peuvent être aussi, il faut le dire, pas forcément bien menés par les développeurs. D'accord. Néanmoins, si on regarde aussi les sondages propres à l'énergie éolienne en particulier, on se rend compte qu'il y a 80% de la population qui soutient le développement de cette énergie, et notamment un soutien très fort des riverains qui ont déjà des parcs à côté de chez eux. Alors, on peut contester ces sondages qui sont commandés par les industriels du secteur, enfin l'association des industriels du secteur, mais moi je crois quand même à ce...
avec une formation d'ingénieur, on ne peut que croire à ce type De sondage. Bien et sûr. en tout cas, ça montre que si certains politiques, pour aller chercher 20% des voix, vont sur ces thématiques-là, ça ne veut pas dire que la majorité de la population s'y oppose de façon frontale. Et il faut trouver un juste milieu. Ce que a plutôt proposé le président qui a été élu en février dans sa feuille de route, c'était donc de doubler quand même la capacité d'éolien terrestre avec un horizon qui soit un peu plus éloigné dans le temps. Donc pour prendre en compte et prendre en considération, aménager probablement... donner du temps pour aménager les projets qui peuvent être contestés et qui peuvent être améliorés pour une meilleure insertion dans le paysagère ou voilà, mieux prendre en compte peut-être Les critiques. les critiques et les remontées des territoires. Mais quand même, il y a un moment, il faut aussi trancher. Bien sûr. Et il y a des priorités à se donner. L'indépendance énergétique, c'est absolument critique et on saisit toute la portée que ça a. Bien sûr, avec soit notamment la guerre sur le sol ukrainien et donc les sanctions vis-à-vis de la Russie. Que ce soit au niveau des prix, c'est un impact très direct, ou de manière plus géopolitique et stratégique. Et alors justement, au niveau de la hausse des prix de l'énergie qu'on connaît quand même depuis le début de l'année, en lien avec la guerre sur le sol ukrainien, mais surtout en lien avec les sanctions appliquées à la Russie qui fournit à l'Europe du charbon, du gaz et du pétrole, est-ce que cette hausse des prix de l'énergie et ce questionnement actuel qui est comment est-ce qu'on trouve de l'énergie pour demain, mais vraiment demain, c'est-à-dire l'année prochaine, et donc avec cette recherche plus de charbon, de gaz ou de pétrole dans un premier temps, est-ce que c'est de nature à remettre en cause des projets éoliens sur le court terme ou pas forcément Éolien ou solaire, hein, d'ailleurs, durable. Oui. Non, en fait, on n'a pas le choix que d'aller à fond dans toutes les directions. Et au contraire, ça a plutôt tendance à donner de l'impulsion dans le sens opposé de ce que vous dites. Bien sûr. Alors, on peut relancer une centrale à charbon ici ou là, mais la direction globale, c'est qu'on a besoin de sources d'énergie décarbonées et qui soient pérennes dans le temps, à des coûts qui soient prévisibles. Et ça, c'est exactement ce que proposent les énergies renouvelables, puisqu'on peut prévoir la production de façon assez... avec une bonne prévisibilité, et donc mettre en face des plans de financement qui vont permettre d'avoir un coût de production de l'énergie sur 30 ans qui soit prévisible. Et ça, c'est une valeur très très forte quand on regarde la volatilité récente des prix récents. Quand on est une entreprise et qu'on doit faire tourner des machines, on peut utiliser de l'énergie qui provient essentiellement d'énergie propre. On s'est suffisamment sûr en termes de quantité d'énergie, d'approvisionnement pour faire tourner des turbines, par exemple ? Oui, au contraire, c'est quasiment plus simple d'avoir une fourniture en énergie renouvelable pour la prévisibilité. Et c'est pour ça que se développe de plus en plus en Europe, en particulier en Espagne par exemple, mais ça vient aussi en France de façon... On voit une grosse tendance qu'on sent venir, c'est l'achat direct de l'énergie, de l'électricité produite par des parcs solaires par exemple, aux développeurs de projets qui exploitent le parc. Sans passer par un intermédiaire. Sans passer par EDF ou une revente à l'État qui va ensuite revendre l'électricité via EDF. Vraiment des accords, donc on appelle ça les corporate PPA, des contrats d'achat en direct, qui permet en fait à l'industriel de s'assurer d'une fourniture d'électricité qui va être à un coût qui est prévisible et sur le long terme. Et ça a vraiment beaucoup de valeur pour eux. Une dernière question, une dernière inquiétude sur la sortie de projets durables sur le sol français en 2022. Les coûts. On a parlé des prix, mais les coûts, alors on a des hausses des coûts des matières premières, on a parfois des problèmes d'approvisionnement de certaines matières premières, et on a une inflation globale qui vient rajouter encore une couche de coûts, si je peux le dire ainsi. Est-ce que ça, c'est de nature à remettre en cause des projets d'énergie propre ? À ce jour, pas encore vraiment, mais c'est une inquiétude qui monte. Vous avez mentionné le coût des matières premières, l'inflation générale qui peut avoir un impact sur les salaires, par exemple. D'accord. Mais également les coûts de financement qui peuvent, vu le contexte macroéconomique et si les banques centrales remontent les taux, impacter le coût de financement. Et donc ça peut avoir un effet ciseau assez dévastateur. C'est-à-dire que j'achète mes matériaux plus chers, je paye ceux qui construisent mon éolienne plus cher, et en plus de ça, mon crédit me coûte plus cher pour financer mon éolienne. Oui. Donc ça peut avoir un impact significatif sur le prix du kilowattheure à la fin, en bout de chaîne.
Néanmoins, on a des grosses marges aujourd'hui, puisque les coûts ont vraiment beaucoup diminué ces dernières années, que ce soit dans le solaire ou l'éolien. Hein, ça a été très très significatif. Donc il y a une petite marge de manœuvre, surtout compte tenu du prix de l'énergie aujourd'hui. D'accord. Néanmoins, voilà, il y a un point d'attention à avoir. Nous, on n'est pas encore trop inquiets, mais c'est quelque chose qu'on regarde évidemment attentivement en tant que professionnel de ce secteur. Un point d'attention à avoir, et je reboucle avec la discussion qu'on avait tout à l'heure sur le sujet politique. Alors effectivement, j'ai mis en avant, vous ne l'avez pas fait dans vos réponses, mais les critiques qu'il pouvait y avoir au sujet politique, mais j'ai bien noté qu'effectivement, le simple fait qu'on en parle montre que les mentalités ont pas mal évolué sur le sujet. Merci. Ouais, alors on peut aussi mentionner au niveau politique d'autres pays comme l'Allemagne qui a tranché pour le coup dans le vif en décidant 80% d'électricité renouvelable en 2030. Et ça, c'est aussi un autre signal qu'on peut percevoir, c'est qu'il y a la petite lorgnette française, mais au niveau européen, il y a la lorgnette européenne, la lorgnette européenne et mondiale montre que il n'y a pas le choix, quoi. Et que certains arrivent à avancer plus facilement et de manière un peu plus rassemblée sur le sujet. Merci beaucoup Léo Lemordant. Je rappelle que vous êtes cofondateur et président d'Enerfip. Et merci à vous de nous avoir suivis. Et je vous donne rendez-vous tout de suite dans Enjeu Patrimoine.